Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture de Lady Susan. C'est un court roman épistolaire écrit par l'auteure anglaise Jane Austen. J'en étais à la fin de la lettre numéro 17. Je poursuis donc avec la lettre numéro 18. Et voilà, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et je vous souhaite une très bonne soirée sur D8. C8. Lettre 18, de la même à la même, Churchill. Chère Madame, je suis très heureuse de voir que le portrait que j'ai fait de Frédérica Vernon vous a intéressé, car je crois véritablement qu'elle mérite tout à fait notre sympathie. Lorsque je vous aurai communiqué une idée qui m'est venue récemment, votre bienveillance qui avait été touchée le sera, j'en suis sûre, encore davantage. Je ne puis m'empêcher de penser que Frédérica a un penchant de plus en plus marqué pour mon frère. C'est bien souvent que je vois son regard se fixer sur son visage, exprimant une admiration pensive qui retient l'attention. Réginald a certainement beaucoup d'allure. Et qui plus est, il y a une franchise dans ses manières qui doit prévenir beaucoup en sa faveur. Je suis certaine que c'est ainsi que Frédérica le ressent. Elle est songeuse et préoccupée de manière générale, mais sa physionomie s'éclaire immanquablement d'un sourire lorsque Réginald dit quelque chose d'amusant. Le sujet de la conversation peut être aussi sérieux que possible. Je me trompe fort si une syllabe de ce qu'il exprime lui échappe. Je veux que lui prenne conscience de tout ceci, car nous savons le pouvoir qu'a la gratitude sur un cœur comme le sien. Si l'affection ingénue de Frédérica pouvait le détacher de la mère de celle-ci, nous pourrions bénir le jour qui l'a amené à Churchill. Je pense, chère madame, que vous ne verriez pas d'objection à ce qu'elle devint notre fille. Assurément, elle est extrêmement jeune. Son éducation a été fort négligée, elle a eu en Lady Susan un exemple déplorable de légèreté. Pourtant, je lui trouve un caractère excellent et des dons naturels qui sont très prometteurs. Bien que dépourvue de tout talent de société, elle est loin d'être aussi ignorante qu'on pourrait s'y attendre, car elle aime la lecture et passe parmi les livres l'essentiel de son temps. Sa mère lui laisse plus de liberté qu'au début. Je m'arrange pour qu'elle soit avec moi autant que faire se peut. Je me suis efforcée de surmonter sa timidité. Nous sommes de grandes amies. Quoiqu'elle n'ouvre jamais la bouche en présence de sa mère, elle parle suffisamment quand nous sommes en tête-à-tête pour qu'il apparaisse clairement que si Lady Susan s'y prenait bien avec elle, Frédérica ne manquerait pas de produire une impression beaucoup plus favorable. Il n'y a pas plus doux, plus aimant. On ne voit pas de manière plus obligeante. Lorsqu'elle n'agit pas sous la contrainte. Ses petits cousins sont tout entichés d'elle. Affectueusement, Catherine Vernon. Lettre 19, Lady Susan à Madame Johnson, Churchill. Vous aurez hâte, je le sais, d'avoir de plus amples nouvelles de Frédérica. Et peut-être me taxerez-vous de négligence pour ne pas vous avoir écrit plus tôt. Elle est arrivée avec son oncle, non pas jeudi dernier, mais le précédent. Bien sûr, je n'ai pas attendu pour la mettre en demeure de me donner les motifs de sa conduite. Vite, j'ai pu constater que j'avais entièrement raison lorsque je les attribuais à ma lettre. Sa teneur lui avait causé une frayeur si grande qu'avec un refus de se soumettre et un manque de réflexion bien puéril, sans considérer qu'elle ne pouvait échapper à mon autorité en fuyant Wigmore Street. Elle résolut de sortir de la maison et de se rendre aussitôt chez ses amis, les Clark, par la diligence. Elle avait effectivement couvert la distance de 2 rues dans son itinéraire quand, par chance, on remarqua son absence. On partit à sa recherche et on la rejoignit. Tel fut le premier exploit remarquable accompli par mademoiselle Frédérica Susanna Vernon. Et si nous prenons en considération le fait qu'il l'a été à un âge aussi tendre que 16 ans, nous serons libres de faire les pronostics les plus flatteurs sur sa renommée à venir. Je suis extrêmement agacée cependant par la prétention à la bienséance affichée par mademoiselle Summers, qui ne lui aura pas permis de garder ma fille.
Cela me paraît d'une délicatesse si extraordinaire compte tenu de ce que sont les relations de la famille de Frédérica, que ma seule supposition est que cette dame a agi ainsi par crainte de ne jamais toucher son dû. Quoi qu'il en soit, j'ai ma fille à nouveau sur les bras, et comme elle n'a rien d'autre à présent pour l'occuper, elle s'emploie à poursuivre le roman qu'elle avait commencé à échafauder à Langford. La voici qui s'éprend pour de bon de Réginald de Courcy. Désobéir à sa mère en refusant une proposition à laquelle on ne pouvait rien trouver à redire ne lui suffit point. Il faut maintenant qu'elle donne son cœur sans le consentement maternel. Je n'ai jamais vu une fille de cet âge promettre autant de devenir la risée de tous. Elle est dotée d'une sensibilité suffisamment vive, émettant de charmante ingénuité à dévoiler ce qu'elle ressent, qu'on peut très raisonnablement espérer la voir moquée et méprisée par tous les hommes qui la croiseront sur le chemin. L'ingénuité n'aboutira jamais à rien en amour, et une fille est d'une niaiserie sans remède qui est ingénue par nature ou par affectation. Je ne suis pas encore certaine que Réginald voie clair en elle. Cela n'a d'ailleurs pas beaucoup d'importance. À présent, elle suscite son indifférence. Elle provoquerait son mépris s'il comprenait ce qui l'agite. Sa beauté est très admirée par les Vernon, mais n'a aucun effet sur lui. Elle est sans conteste en grande faveur auprès de sa tante, parce qu'elle me ressemble si peu, cela va sans dire. Elle est précisément la compagne qu'il faut à Madame Vernon, qui adore être partout la première à avoir le privilège de tout ce qui se dit de sensé et de spirituel dans la conversation. Frédérica ne s'éclipsera jamais. À son arrivée, je me suis efforcée de l'empêcher d'être souvent dans la compagnie de sa tante. Mais depuis, j'y ai mis moins de soin. Je crois pouvoir compter qu'elle s'en tiendra aux règles que j'ai établies pour leur entretien. N'imaginez pas toutefois qu'avec tant de mansuétude, j'ai renoncé un seul instant à mes projets pour son mariage. Non, ma résolution est intangible là-dessus, même si je n'ai pas encore tout à fait décidé comment je vais m'y prendre. Je ne voudrais pas que cette affaire attirât ici l'attention et fût examinée par la sagacité de monsieur et madame Vernon. En outre, en ce moment, je n'ai pas les moyens d'aller à Londres. Mademoiselle Frédérica devra par conséquent patienter un peu. Fidèlement vôtre, Suzanne Vernon. Lettre 20. Madame Vernon à Lady de Courcy. Churchill. Nous avons chez nous actuellement un autre très inattendu, ma chère mère. Il est arrivé hier. J'ai entendu une voiture qui s'arrêtait devant la porte alors que j'étais assise avec les enfants. Ils dînaient. Supposant qu'on aurait besoin de moi peu après, j'ai quitté leur chambre. J'avais à moitié descendu l'escalier quand j'ai vu Frédérica, pâle comme une morte, qui montait 4 à 4 et passait à côté de moi précipitamment pour s'engouffrer dans son appartement. Je l'ai suivie aussitôt pour lui demander ce qu'il y avait. « Oh » s'écria-t-elle, « il est là. Sir James est là. Que dois-je faire ?» Cela ne constituait pas une explication. Je la priai de me préciser ce qu'elle voulait dire. À ce moment-là, nous fûmes interrompus par un coup frappé à la porte. C'était Réginald, qui était chargé par Lady Suzanne de demander à Frédérica de descendre. « C'est monsieur de Courcy, dit-elle, en devenant toute rouge. Maman m'envoie chercher. Il faut que j'y aille. » Nous descendîmes tous les trois, et je vis mon frère examiner avec surprise le visage effaré de Frédérica, dans la petite salle à manger. Nous trouvâmes Lady Suzanne en compagnie d'un jeune homme, d'un air distingué, qu'elle me présenta comme étant Sir James Martin. Celui-là même, si vous vous souvenez, dont on a dit qu'elle s'était efforcée de le détacher de mademoiselle Mainwaring. Mais de cette conquête, à ce qu'il semble, elle n'avait pas l'intention de bénéficier, ou bien, depuis elle y a renoncé au profit de sa fille, car Sir James est à présent éperdument amoureux de Frédérica. Et cela avec les encouragements de sa mère. Il déplaît pourtant, j'en suis sûre, à la pauvre enfant, et bien que sa personne et ses manières soient fort acceptables, il nous semble, à M. Vernon et à moi, être un jeune homme qui n'a guère d'esprit. Frédérica avait l'air si intimidée, si confus, lorsque nous entrâmes dans la pièce, que je fus prise pour elle d'une grande compassion.
Lady Suzanne montrait beaucoup d'attention à son visiteur. Cependant, je croyais bien sentir qu'elle n'éprouvait aucun plaisir particulier à le voir. Sir James parla d'abondance. Elle me fit maintes excuses, pleines de civilité pour la liberté qu'il avait prise de venir à Churchill, mêlant à ses propos plus d'éclat de rire que le sujet n'en demandait. Il se répéta à maintes reprises, et en 3 occasions, il dit à Lady Suzanne qu'il avait vu Madame Johnson quelques jours plus tôt. De temps à autre, il s'adressa à Frédérica, mais plus fréquemment à sa mère. La pauvre enfant, pendant ce temps, restait muette, les yeux baissés, changeant de couleur à tout instant. Réginald observait la scène sans un mot. Finalement, Lady Suzanne, par lassitude, je pense, de la situation où elle se trouvait, proposa de marcher un peu. Et nous laissâmes ensemble nos 2 compagnons pour aller mettre nos pélisses. Tandis que nous montions l'escalier, Lady Suzanne me demanda de l'autoriser à m'accompagner quelques instants dans le cabinet attenant à ma chambre. Elle voulait me parler en particulier. Je l'y menai donc. Dès que la porte fut fermée, elle dit « Jamais de ma vie, je n'ai été aussi surprise que de l'arrivée de Sir James. Sa soudaineté m'oblige à vous présenter des excuses, ma chère sœur, bien que, pour ma part, en tant que mère, je la considère comme très flatteuse. Il a pour ma fille un attachement si vif qu'il ne pouvait vivre plus longtemps sans la voir. Sir James est un jeune homme d'un caractère charmant et dont on dit le plus grand bien. Peut-être parle-t-il un peu trop à tort et à travers, mais dans 1 an ou 2, cela lui aura passé. Il représente par ailleurs un parti tellement souhaitable pour Frédérica que j'ai toujours observé son attachement pour elle avec le plus grand plaisir et suis persuadée que mon frère et vous donnerez à cette alliance une approbation sans réserve. Jusqu'à présent, je n'avais soufflé mot à personne de la probabilité que cela se fît parce que, tant que Frédérica demeurait dans sa pension, il valait mieux, à mon avis, que nul n'en fût averti. Mais maintenant, mon opinion est faite. Frédérica est trop âgée pour jamais plus se soumettre à la réclusion d'une école. En conséquence, je me suis mise à envisager son mariage avec Sir James comme n'étant plus bien lointain. J'avais donc l'intention, d'ici à quelques jours, de vous mettre au courant, vous et M. Vernon, de toute l'affaire. Je suis sûre, ma chère sœur, que vous me pardonnerez d'avoir si longtemps gardé le silence là-dessus et que vous serez d'accord avec moi pour reconnaître que des circonstances de ce genre, tant que la cause dont elle procède demeure sujette à confirmation, ne saurait être tenue cachée avec trop de soin. Lorsque dans quelques années vous aurez le bonheur de donner en mariage votre charmante petite Catherine à un homme dont le caractère et la famille, comme dans le cas présent de Sir James, ne soulèveront aucune espèce d'objection, alors vous comprendrez ce que je ressens aujourd'hui. Il est vrai que grâce à Dieu, vous ne pourrez avoir tous les motifs que j'ai de me réjouir de pareils événements. Catherine sera superbement dotée et ne sera pas redevable, comme ma Frédérica, à un heureux mariage pour être assurée de confort de l'existence. Elle conclut en me demandant de la féliciter. Je le fis, non sans gaucherie, je pense. En fait, la révélation inattendue d'une affaire de cette importance m'ôta le pouvoir de m'exprimer avec quelque clarté. Elle me remercia malgré tout, très chaleureusement pour la part que je prenais obligeamment aux intérêts de sa fille et aux siens. Puis elle dit « Je ne vaux rien en matière de grandes déclarations, ma chère Madame Vernon, et n'ai jamais possédé l'utile talent de simuler des sentiments étrangers à mon cœur. Donc je suis sûre que vous me croirez lorsque je vous dirai que, malgré tout ce que j'avais pu entendre en votre faveur avant de vous connaître, je ne pensais nullement avoir pour vous un jour toute la sympathie que j'ai à présent. Il me faut ajouter à cela que votre amitié pour moi me satisfait d'autant plus que j'ai lieu de croire qu'on a tenté de vous prévenir contre moi. Je voudrais seulement que ceux, quels qu'ils soient, à qui je suis redevable d'aussi bonnes intentions fussent à même de voir en quels termes nous sommes maintenant et de comprendre la véritable affection que nous ressentons l'une pour l'autre, mais je ne veux pas vous retenir davantage. Le ciel vous bénisse pour votre bonté envers ma fille et moi, et vous garde tout le bonheur que vous connaissez aujourd'hui.
Que dire d'une femme pareille, ma chère mère? Tant de gravité, tant de solennité, tant dans l'expression. Pourtant, je ne puis m'empêcher de mettre en doute la sincérité de tout ce qu'elle avance. Quant à Réginald, je crois qu'il ne sait que penser de tout cela. Lors de l'arrivée de Sir James, il paraissait fort surpris et perplexe. La sottise du jeune homme et l'embarras de Frédérica occupaient toutes ses réflexions. Depuis un bref entretien, en privé avec Lady Susan, a fait son effet, mais il demeure contrarié, j'en suis sûre. Qu'elle permette à quelqu'un comme Sir James de courtiser sa fille. Ce dernier s'est invité avec beaucoup d'aplomb à passer ici quelques jours. Il a émis l'espoir que nous ne trouverions pas la chose étrange. Il voyait bien que c'était une grande impertinence, mais il prenait les mêmes libertés que s'il avait été de la famille. Il conclut, en souhaitant dans un éclat de rire pouvoir bientôt en être pour de bon. Même Lady Susan semblait quelque peu déconcertée par la présomption. Au fond d'elle-même, je suis persuadée qu'elle voudrait sincèrement le voir ailleurs. Il n'en reste pas moins qu'il faut faire quelque chose pour cette malheureuse jeune fille. Si ses sentiments sont bien ceux que son oncle et moi lui prêtons sans hésiter, elle ne doit pas être sacrifiée à une stratégie ou à une ambition. Elle ne doit pas même être exposée au tourment de les appréhender. La jeune personne dont le cœur est capable de distinguer ce que vaut un Réginald de Courcy mérite mieux. Quand même celui-ci l'ignorerait que de devenir la femme d'un Sir James Martin, dès que je pourrais lui parler en tête-à-tête, je ferai en sorte de découvrir ce qu'il en est vraiment. En attendant, elle paraît chercher à m'éviter. J'espère que cela ne provient de rien de répréhensible et que je ne vais pas m'apercevoir que j'ai pensé trop de bien d'elle. Son attitude à l'égard de Sir James dénote à coup sûr d'une extrême timidité et un égal embarras. Mais je n'y vois rien qui puisse ressembler plutôt à de l'encouragement. Au revoir, chère madame. Catherine Vernon. Lettre 21. Mademoiselle Vernon à Monsieur de Courcy. Monsieur, j'espère que vous pardonnerez la liberté que je prends. J'y suis obligée par le plus grand désarroi, sinon j'aurais honte de vous importuner. Je suis très malheureuse à cause de Sir James Martin. Et n'ai absolument aucun autre secours à ma disposition que de vous écrire, car on m'a interdit de parler jamais à mon oncle ou à ma tante sur ce sujet-là. Cela étant, j'ai peur qu'en m'adressant à vous, je ne donne d'autre impression que de jouer sur les mots, de n'obéir qu'à la lettre et non à l'esprit des ordres que j'ai reçus de maman. Mais si vous ne prenez pas mon parti et ne la persuadez pas de rompre cette chose-là, je vais devenir à moitié folle, car je ne peux pas le souffrir. Vous êtes la seule personne au monde qui ait une chance de la convaincre. Si par conséquent vous vouliez bien avoir l'infinie bonté de prendre mon parti auprès d'elle et la persuader d'éconduire Sir James, je vous serais obligée, plus qu'il ne m'est possible de le dire. Il m'a toujours déplu dès le commencement. Ce n'est pas quelque chose qui me prend subitement, je vous assure, monsieur. Je l'ai toujours trouvé sot, impertinent et désagréable, et maintenant il est devenu pire que jamais. J'aimerais mieux gagner mon pain en travaillant que l'épouser. Je ne sais comment excuser suffisamment cette lettre, je sais que c'est prendre trop de liberté. Je vois bien que maman sera terriblement en colère, mais il me faut courir le risque. Je suis monsieur votre très humble servante. FSV. Lettre 22. Lady Susan à Madame Johnson. Churchill. Voici qui est insupportable. Ma très chère amie, jamais de la vie je n'ai été pareillement hors de moi. Il faut que j'épanche ma bile en vous écrivant, car je sais que vous entrerez dans tous mes sentiments. Qui pensez-vous qui est arrivé ici mardi? Je vous le donne en 1000. Sir James Martin. Devinez ma surprise et ma contrariété. Vous savez bien que pour rien au monde, je n'aurais voulu le voir à Churchill. Quel dommage que vous n'ayez pas été au courant de ses intentions. Non content de venir, il s'est bel et bien invité à passer ici quelques jours. J'aurais pu l'étrangler. J'ai fait cependant, contre mauvaise fortune, bon cœur, et inventé avec beaucoup de succès une histoire pour Madame Vernon qui,
quels qu'aient pu être ses véritables sentiments, n'a rien dit qui s'opposât aux miens. J'ai également insisté pour que Frederica se conduisît civilement avec Sir James et lui ai donné à entendre que j'étais absolument déterminée à ce que le mariage se fît. Elle a bien dit quelque chose de sa détresse, mais rien de plus. Depuis quelque temps, j'ai plus fermement pris parti pour ce projet, en observant la rapidité avec laquelle s'accroît son affection pour Réginald, et parce que je ne me sens pas parfaitement assurée que la connaissance de cette affection ne va pas finalement entraîner une réciprocité. Aussi méprisable que doivent les faire paraître tous les deux, à mes yeux, un sentiment fondé sur la seule compassion, je n'ai acquis aucune certitude que tel n'en pourrait pas être la conséquence. Il est vrai que l'ardeur de Réginald à mon égard ne s'est aucunement refroidie. Pourtant, il a récemment fait mention de Frederica spontanément et sans nécessité. Il a même en une occasion dit du bien de sa personne. Il a été fort surpris de voir paraître mon visiteur. D'abord, il a observé Sir James avec une attention où j'ai eu le plaisir de constater qu'il entrait une part de jalousie. Malheureusement, il m'a été impossible de le tourmenter vraiment, car Sir James, bien qu'extrêmement galant dans son attitude à mon endroit, a très vite fait comprendre à tout le monde que son cœur était tout dévoué à ma fille. Je n'ai pas eu beaucoup de mal à convaincre de Courcy. Une fois seule, que j'étais parfaitement fondée, en fin de compte, à vouloir ce mariage, l'affaire paraissait entièrement réglée de la manière la plus satisfaisante. Il ne pouvait leur échapper à aucun que Sir James n'avait rien d'un aigle. Mais j'avais formellement défendu à Frederica de se plaindre auprès de Charles Vernon et de sa femme. Ils n'ont donc pas eu de prétexte pour s'en mêler. Bien que mon impertinente de belle-sœur n'ait attendu, la chose est sûre, qu'une occasion propice pour intervenir. Tout cependant se déroulait dans le calme et la discrétion. Je comptais les heures que Sir James passait avec nous, mais je considérais avec une totale satisfaction la tournure prise par les événements. Imaginez ce que je dus ressentir lorsque tous mes plans furent subitement dérangés, et le dérangement par surcroît ayant son origine là où j'avais le moins de raison de craindre. Ce matin, Réginald est venu me voir dans le cabinet, attenant à ma chambre. Il y avait sur sa physionomie une gravité très inhabituelle. Après un court préambule, il m'informa, ce sont ses propres mots, qu'il désirait débattre avec moi de l'inconvenance et de la cruauté qu'il y avait à permettre à Sir James de faire sa cour à ma fille, contrairement à ses inclinations. J'étais confondue. Lorsque je trouvais que d'en rire ne suffirait pas à le faire renoncer à son projet, calmement, je demandai une explication. Je le priais de me dire pour quel motif et pour obéir à qui il voulait me réprimander. Ce fut alors qu'il m'avoua, mêlant à son discours quelques compliments impertinents et des expressions de tendresse inopportunes, écoutées dans une parfaite indifférence, que ma fille lui avait fait connaître certaines circonstances la concernant, ainsi que Sir James et moi-même, qui lui causaient beaucoup d'embarras. Bref, je découvris qu'elle lui avait fait, dans un premier temps, bel et bien écrit pour lui demander d'intervenir, puis qu'au reçu de sa lettre, il s'était entretenu avec elle sur ce qui en faisait le sujet, afin de bien saisir tous les aspects et de s'assurer de ce qu'elle souhaitait véritablement. Je ne doute pas un instant que la belle enfant n'a pas manqué l'occasion qui se présentait de lui faire tout bonnement la cour. J'en suis convaincue à la façon dont il m'a parlé d'elle. Un amour de cette sorte, grand bien lui fasse. J'aurai toujours du mépris pour l'homme qui peut se sentir flatté d'une passion qu'il n'a jamais cherché à inspirer et dont il n'a sollicité l'aveu à aucun moment. Je le détesterai toujours, l'un comme l'autre. Il ne peut pas avoir de véritable estime pour moi, ou il n'aurait pas prêté attention à ce qu'elle disait. Et elle, avec son petit cœur rétif et ses sentiments exempts de délicatesse,
aller se jeter sous la protection d'un jeune homme avec lequel elle avait à peine jusque-là échangé de mots, je suis tout à fait stupéfaite de l'impudence de l'une que de la crédulité de l'autre. Comment a-t-il pu oser croire ce qu'elle lui a dit à mon désavantage? N'aurait-il pas dû se sentir assuré qu'il me fallait avoir des arguments sans réplique pour faire tout ce que j'avais fait? Pourquoi nulle confiance en mon bon sens et en mon intégrité? Pourquoi nul ressentiment qu'un véritable amour n'eût pas manqué de faire naître à l'égard de la personne qui me diffamait? Et cette personne, par-dessus le marché, une gamine, une enfant, sans talent ni éducation, qu'il avait toujours appris à mépriser. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.